Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 2, Manon. Énergique et volubile, Manon Siméon semble vous percer à jour de ses yeux bleu piscine. Et c'est sans doute ainsi qu'elle regarde le monde, crûment, dans toute son imperfection et sa réalité. Féministe engagée, elle ne laisse rien passer, tout en ayant conscience que son intransigeance peut encore, parfois, choquer. Je m'appelle Manon Siméon, j'ai 25 ans et je suis créatrice de formation pour le service public en Angleterre. En communication. Appel en cours. Du coup, moi, je suis l'aînée. J'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de femmes. Il y avait des pères aussi, divorcés la plupart, donc pas forcément ici non plus. On ne se définit pas toute féministe, je dois être la plus extrême de toutes. Mais il y a quand même, on va dire une base commune par rapport à ça. Ma première révolte, ma mère va vous dire que ça a dû remonter à très tôt parce que j'ai toujours été un peu révoltée par rapport aux femmes. Je pense que ma première révolte, ça a été par rapport au harcèlement de rue. Donc au lycée, quand il y a commencé à voir la vidéo notamment de la Belge, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui s'était filmée dans les rues en fait, de Bruxelles et avait eu tous les mecs qui l'appelaient. Et où il y avait un journaliste en France qui disait que c'était inadmissible et que ça ne se passait pas comme ça en France. Ce qui avait un peu provoqué une légère remous de « je sais pas, peut-être ». Et c'est vrai que ça a été la première fois où de nouveau j'ai réalisé qu'en fait c'était pas forcément ok parce que ça nous était tout arrivé au moins une fois à des potes. Et aussi que c'est là où ça a été la première fois que j'ai réalisé que tout le monde n'était pas forcément d'accord sur ces sujets. C'est-à-dire que j'avais des potes qui trouvaient que ça valait pas le coup d'en faire une montagne parce que c'était pas grave et ça pouvait être flatteur. Alors que c'est vrai que moi j'étais en mode genre c'est pour ça que je trouve pas ça agréable en fait. Et de commencer à en parler et justement de commencer à un petit peu plus s'ouvrir sa gueule sur ce genre de sujet. Donc après le lycée, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie à 17 ans en Angleterre, à l'université de Bath. Du coup, après ma licence à Bath, j'ai fait un master à la London School of Economics en droit de l'homme. J'ai toujours eu un intérêt pour l'Asie de l'Est parce que je suis une grosse otaku, donc je regarde énormément de dramas coréens, d'animés, etc. Ce qui m'a amené justement en fait à me poser les questions, enfin à étudier ces sujets-là dans mes classes parce que souvent en fait en Angleterre, on va apprendre des matières, mais on peut un peu choisir nos cas d'études, etc. Donc ça m'a permis un peu de faire ce que je voulais à ce niveau-là. Et donc, en fait, j'ai été prise pour un stage à l'ONU à Pékin pour 6 mois. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Manon Siméon. Laissez-moi un message. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, les priorités ne sont pas du tout les mêmes, en fait, que par exemple en France. Donc, je dis ça parce que, par exemple, alors moins maintenant, mais moi quand je suis arrivée, c'était au moment où la loi de l'enfant unique venait d'être abolie. Ce qui d'un point de vue européen, on trouve ça génial parce que ça veut dire qu'elles sont enfin libres d'avoir plusieurs enfants, etc. Et en même temps, ça a posé pas mal de problèmes d'un point de vue droit des femmes chinois parce que le truc c'est que la Chine, il faudrait voir les statistiques maintenant, mais à l'époque c'était le seul pays où il y avait l'égalité en fait homme-femme à l'intérieur de la force de travail, c'est-à-dire que c'était 50-50 d'employés. Après, ça ne se traduisait pas forcément justement au poste senior, mais qui est un problème qu'on retrouve en France aussi. Et ça, notamment, en fait, ça avait été permis par la loi de l'enfant unique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec l'abolition de cette loi, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées sous pression des familles pour avoir plus d'enfants, même si elles n'en voulaient pas. L'ONU fait justement 16 jours contre les violences faites aux femmes, ça s'appelle Orange the Day, et l'année où j'y étais, ils avaient décidé d'utiliser le hashtag MeToo, sauf qu'il est interdit en Chine. Donc c'est là où en plus on retrouve justement une dichotomie entre New York et les bureaux nationaux, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu cet idéal de on va faire ça comme ça, et ensuite il y a les bureaux nationaux qui sont genre nous du coup on est sur le terrain,
Et ça va pas être trop possible comme approche. Du coup, moi, mon travail à ONU Femmes Chine, c'était assistante de recherche. Donc, je faisais des briefings, des notes. En vrai, on était un petit bureau, donc c'était un peu un titre. Et après, on aidait là où on pouvait. Donc, ça pouvait être aussi organiser des pitchs pour récupérer des donneurs ou bien organiser des événements, etc. On était seulement 2 internationales et après, le reste, c'était des Chinois. Ça a été clairement un choc de culture. Je pense que ce que j'ai le plus appris lorsque j'étais en Chine, justement, c'est comment parler des sujets comme le féminisme ou le droit des femmes sans prononcer des mots comme genre, féminisme, au sens où c'est des questions qui vont les intéresser parce que quand on vit en tant que femme, forcément, on va avoir des vécus qui font qu'on peut comprendre les messages, mais l'utilisation en fait de ces formulations peut créer un mur automatique ou en tout cas un mécanisme de défense de la part des gens. Et c'est beaucoup plus fréquent en Chine, enfin j'ai trouvé, c'est un vécu personnel qu'en France, même si en France ça peut très bien arriver assez souvent aussi. Et notamment je dis ça parce qu'en fait la plupart de mes collègues n'étaient pas féministes pour elles. Enfin, quand je dis ça au sens où elles travaillaient dans le droit des femmes, mais elles n'étaient pas féministes. Parce qu'il y a ce mot-là, et j'avais demandé, il n'y a même pas vraiment de traduction du mot féminisme en chinois. Ça n'existe pas vraiment, en fait. Donc je pense que la question qui s'est posée, et c'est ça qui m'a amenée à faire le job que je fais aujourd'hui, c'est comment justement faire des formations pour des gens qui ne sont pas intéressés par les questions. Donc, c'est-à-dire les amener en fait à s'intéresser, à comprendre que c'est des sujets importants dont il faut parler, sans les braquer pour qu'ils expliquent tout de suite que ah mais non, je suis pas sexiste, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, alors qu'on l'est tous un petit peu quand même, donc il serait bien de commencer à en parler. Et je pense que c'est la partie du job que j'ai le plus kiffé avec les échanges que ça a amené entre collègues justement. J'ai voulu trouver un job un peu dans ces questions-là, mais pas que dans le droit des femmes. Avec justement cette idée que si on crée des formations et qu'on intègre toutes ces questions-là à l'intérieur, ça veut dire qu'on commence à dire aux gens, en fait, c'est pas on rajoute les femmes après, c'est quand on pense à un truc, on rajoute automatiquement les femmes et le reste. Il n'y a pas que les femmes qui sont importantes. Des fois, on oublie un peu que les gens ne sont pas sur ces questions jusqu'au moment où on va aller dans une soirée et on fait « Ah oui, il y a le reste du monde, c'est vrai, il ne faut pas que je l'oublie ». Mais c'est plus souvent des femmes, quand même, justement, que des hommes. Mais ça ne veut pas dire que les hommes ne vont pas s'y intéresser. C'est plus qu'ils ne vont pas encore avoir ce réflexe d'être en mode genre, quand je dis que je suis féministe, ça veut dire que moi aussi, je vais ouvrir ma gueule sur ces sujets-là et je ne vais pas laisser le boulot aux femmes. Et après, il y a la génération que je vais dire de mes cousines, où j'ai une cousine de 18 et 15 ans, qui est aussi la génération de mon frère, qui, du coup, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu déjà un grand bond en avant, notamment par des comptes Instagram. Donc c'est toujours la face cachée des médias sociaux qui peuvent être très bien comme très mauvais, mais dans ce cas-là très bien, où ils ont accès à un vocabulaire et à des outils que j'avais pas du tout à leur âge. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai dit que j'étais bisexuelle au lycée aussi, mais ma cousine est beaucoup plus confortable avec ces idées-là que moi. Mon petit frère sait déjà ce que c'est le consentement, alors qu'il a 15 ans. Donc, on voit quand même déjà, en fait, en 5 ans, il y a déjà eu pas mal de changements à ce niveau-là. Et le militantisme, d'ailleurs, c'est pas mal transféré sur Instagram, sur les podcasts, avec les coups sur la table, je m'en bats le clito, il y en a tellement que, voilà, c'est un peu dur de tous les citer. Et notamment, et ça je suis assez d'accord avec ma mère, elle dit surtout en fait, la différence entre ces générations-là et la génération de ma mère, c'est la libération de la parole. Donc c'est-à-dire que ma mère, elle dit, elle le voit elle-même quand elle parle avec des potes de son âge, que ce soit mec ou femme, et même moi encore à mon âge, il y a un peu quand même ce côté, t'es un peu chiante d'amener ces sujets-là, alors que c'est beaucoup plus normalisé, je trouve, en tout cas de ce qu'elles ont l'air d'en dire, c'est beaucoup plus normalisé d'avoir ces opinions-là, et ça veut pas forcément dire qu'on va se prendre
l'étiquette féminisme d'un point de vue négatif en fait.